Éric Dacheux, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato. Pertusato qui se décline dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme il est de coutume ici, je ne vais pas te demander de te présenter de façon trop frontale. Qui est Éric Dacheux? C'est bien la question que l'on se pose, mais on va y répondre doucement, ce faisant au cours de cet échange. Il y a une autre grande question qui nous préoccupe dans cette petite communauté et avant même de te la poser, je vais commencer par un préambule un petit peu long probablement, mais qui permettra de bien situer le niveau de la question. Voilà, il y a environ 250 à 300 000 ans, l'écosystème Terre produit un nouvel hominidé. Un hominidé pourvu de capacités cognitives très particulières qui vont le distinguer de tous les autres hominidés de l'époque et qui vont également extraordinairement tendre l'écosystème Terre. Aujourd'hui, on peut dire qu'il le tend jusqu'à l'affaiblir, voire le détruire. Cet Homo sapiens, pour le nommer, est également un grand colonisateur. Il va partir et coloniser tout ce qu'il va pouvoir coloniser. Aujourd'hui encore, certains d'entre nous rêvent de coloniser la planète Mars, c'est pour dire. On peut corréler assez facilement son arrivée sur un territoire avec l'éradication de tous les autres hominidés et d'une partie de la faune et de la flore. Bien sûr, cet Homo sapiens va assujettir les animaux, va assujettir toute l'agriculture, il va dominer le feu totalement et très rapidement, il va se mettre à produire quelque chose de bien plus inédit que ça. Il va se mettre à produire des idées, des concepts, des fictions. Et que ça, c'est une révolution absolument extraordinaire. Parce que ça va lui permettre de réunir des communautés beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes, beaucoup plus puissantes que ne pouvaient le faire les autres hominidés. On sait en gros que ce monde ancestral ne pouvait pas trop dépasser les 150 individus, alors que animé par une fiction commune, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il va certainement s'interroger sur sa propre mort, il va commencer à ritualiser certaines choses, l'art pariétal va arriver, on va survoler maintenant ça très 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 vite pour nous retrouver à la fin de la dernière glaciation, il y a 10 ou 11 000 ans. Manifestement, tout était déjà en place pour que des pyramides sortent de terre, pour que des temples sortent de terre, pour que des administrations énormes commencent à légiférer sur les rapports humains et des armées colossales se lever. On est dans la Rome antique. Le droit romain d'ailleurs va se promener sous les radars, mais va quand même continuer sa vie pendant le Moyen-Âge, pendant la période médiévale. Il passera sans aucun problème la Révolution française et pour échouer peut-être début 20e. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de tout ce passé qui continue et qui est à l'œuvre aujourd'hui. La question qu'on se pose, le capitalisme, qui est peut-être la fiction qui aujourd'hui est la plus prépondérante. Est-ce que cette fiction était inexorable? Est-ce qu'elle est le produit je ne sais pas, d'un variant anthropologique qui pourrait l'expliquer totalement et une suite donc logique de l'évolution humaine, ou est-ce que c'est juste une autre idée, une autre fiction, un autre concept qui n'est rien d'autre qu'une idée qui pourrait être abandonnée après test et échec assez probable? D'ailleurs, d'abord, merci pour ce raccourci d'histoire. La question, est-ce que c'est le capitalisme et au fond un système naturel qui découle d'une évolution naturelle des êtres humains? C'est ce que veulent nous faire croire les économistes libéraux et c'est ce que justement l'anthropologue Karl Polanyi appelle le sophisme économiste. Non, en fait, parce que tu le disais, si effectivement en Europe ça a été notre destin, dans d'autres pays, il n'y a pas eu cette évolution vers le capitalisme. Donc la nature humaine n'était pas programmée pour devenir capitaliste. Ce qui s'est développé,
c'est sans doute la conjonction de deux choses. D'une part, l'idée que en Occident, l'homme devait se rendre maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes, et donc que cette nature qui faisait peur, qui était cause de maladies, qui était cause de catastrophes, devait être maîtrisée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, insiste Braudel, c'est la spéculation, c'est-à-dire cette idée qu'il faut prendre des paris sur l'avenir et que le capitalisme n'est qu'au moment des routes de la soie ou de la découverte de l'Amérique, donc en 1492, il y a des marchands qui se disent voilà, je risque de tout perdre, ça va me coûter très cher, mais si jamais ça marche, je vais gagner 10 000 fois la mise. Donc je vais envoyer des caravanes, des bateaux, je vais en perdre 9, mais s'il y en a un qui revient, avec le bateau qui revient, je vais pouvoir en acheter 250. Et c'est là le début du capitalisme, c'est la spéculation. Et donc le capitalisme, c'est à la fois ce rapport particulier à la nature, se rendre maître et possesseur de la nature, ce qui suppose une dualité entre d'un côté la nature et de l'autre la culture, ce que n'existe pas dans d'autres civilisations, comme le montre l'anthropologue Dominique Descola. Donc il faut se sentir différent de la nature et menacé par elle, ça c'est le premier point. Et deuxième point, le capitalisme, c'est cette idée de spéculation, cette idée qu'on peut créer des richesses infinies sur une planète finie, et on se rend compte, et on s'en est rendu compte déjà dans les années 70 avec le Club de Rome, que ces deux idées-là sont à remettre en cause. Il n'y aurait pas dans l'aventure égyptienne, il n'y aurait pas dans l'aventure romaine déjà les prémices d'une administration centrale avec quand même des oligarques, des gens qui sont au-dessus du lot, quelque chose qui pourrait préparer quand même à cette dérive capitaliste qu'on a connue. Ça, c'est la thèse de Pierre Clastres, qui est un anthropologue et qui dit que l'invention de l'État, il fallait un État pour contraindre les gens à travailler. Et donc, c'est en contraignant les gens à travailler, c'est ce que va dire Marx plus tard, le capitalisme, c'est contraindre des gens à travailler pour exploiter leur force de travail. Donc oui, c'est une théorie, mais en même temps, ça n'existait pas partout. On a vu l'anthropologie au début du XXe siècle a été dans plein de civilisations où il n'y a pas, et notamment Pierre Clastres a examiné des sociétés où il n'y a pas d'État, ou plus précisément s'il y a un chef, ce chef est sans pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il montre. Alors comment se fait-il que cette proposition, cette fiction qui est globalement centrée sur l'Europe, va devenir prépondérante? C'est elle quand même qui va embraser, qui va vraiment déferler sur la planète aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que toutes les autres propositions qui auraient été crédibles disparaissent progressivement et sont complètement dévorées par ce néolibéralisme, par cette culture capitaliste. Alors, du coup, dévorer, oui et non, puisqu'on retrouve aujourd'hui, on revient en Colombie, des notions comme le buen vivir, comme la Pachamama, sont des choses qui reviennent, justement, avec les dégâts, avec la prise de conscience de ce qu'on appelle l'anthropocène et que certaines personnes appellent le capitalocène, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on est capable de détruire notre planète. On retrouve des combats passés, parce qu'effectivement, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et c'est vrai que ce système-là, cette manière de penser, ce rationalisme et ce capitalisme ont donné des instruments très puissants qui ont permis de coloniser d'autres pays, y compris la Chine. Et c'est aujourd'hui, on voit que la Chine réutilise les instruments du capitalisme pour prendre sa revanche. Donc oui, cette manière de penser-là, et c'est ça qui est difficile, c'est pour ça que c'est difficile de rompre avec, cette manière de voir le monde nous a apporté un des progrès en termes de santé. On vit plus vieux et en meilleure santé, nous a permis de ne plus avoir peur de la nature et nous a permis de dominer le monde et de coloniser le monde. Or, simplement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce système-là détruit la planète et détruit l'ensemble de la planète, et donc il faut réfléchir à un autre système, mais c'est difficile parce que justement, il nous a apporté le bien-être et la prospérité et la domination. Donc il faudrait se retourner vers ces fictions qui géraient le monde, alors peut-être aborigène, ce monde
voilà ce qui étaient les Indiens d'Amérique, tous ces gens-là qui avaient un lien avec l'écosystème suffisamment bien organisé pour qu'ils puissent vivre quasi éternellement. L'Afrique précoloniale aurait pu supporter encore des hominidés pendant des millions d'années, alors que l'Afrique post-coloniale, dans 50 ans, probablement n'est plus propre à la vie. C'est là qu'il faut avoir, je pense, une pensée complexe. C'est-à-dire que nous sommes dans une impasse, mais il est évident que si nous sommes arrivés dans cette impasse aussi, c'est qu'il y avait on avait à vaincre des maladies qu'on a réussi à vaincre, enfin, et que quand même les Lumières en Europe, ça a été cette idée de s'émanciper des dieux, des peurs, des craintes. Et donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que moi je ne suis pas certain qu'on y gagne beaucoup en revenant à une spiritualité. Moi j'ai grandi dans les livres de Rahan, et Rahan se méfiait des sorciers. Et donc ce qu'il faut trouver, c'est justement à la fois puiser dans ce discours des vaincus un certain nombre d'éléments, et notamment le fait que l'homme ne domine pas la nature, mais fait partie de la nature, et ça c'est l'élément, mais en même temps conserver une part de notre tradition, qui est de dire il faut s'émanciper, c'est-à-dire arriver à penser par nous-mêmes, en nous-mêmes, et non pas nous en remettre à des puissances spirituelles ou des puissances extérieures, que ce soit l'économie, l'histoire ou Dieu. Parce qu'on voit bien, sinon, les dérives qu'on peut avoir dans des pays comme l'Afghanistan. Et donc, il s'agit de repenser la modernité en gardant ce qu'il y a de meilleur et en revenant à cette coupure fatale entre nature et culture. La culture n'est qu'un milieu naturel parmi les autres. Donc, en fait, c'est cette nature que pendant les Lumières, on n'aurait jamais dû nommer. En fait, il n'y a pas un homme, enfin, il n'y a pas l'homme et la nature, mais qu'on est partie prenante de cette nature, on en fait intimement partie, et qu'on n'aurait jamais dû tenter de découpler donc ces deux notions. C'est ça le problème de fond. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de vivre nos expériences, et qu'il faut sans doute emprunter un chemin pour s'apercevoir que ce chemin conduit à une impasse, et que ça nous a aidés à nous émanciper, parce que pendant longtemps, la nature, c'était Dieu. Et que c'était aussi sans doute un moyen pour penser par-delà cette idée de Dieu, et de penser mieux la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement des hommes par les hommes, c'est l'autonomos, c'est l'autonomie, c'est-à-dire faire soi-même les normes qui nous gouvernent, et non pas celles de Dieu ou de la nature ou du gouvernement, parce que chez Spinoza, la nature, c'est Dieu. Donc on avait sans doute besoin de ce passage-là. Aujourd'hui, par contre, il faut effectivement revenir à des discours qui ont été vaincus, ces discours qui disent que l'homme vit au milieu de la nature, nous sommes dans un milieu, et nous devons faire en sorte de ne pas détruire les conditions d'habitabilité de la planète humaine. Parce que je ne pense pas qu'on détruise la planète. Par contre, ce qu'on peut détruire, c'est l'humanité. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui avec les questions d'anthropocène ou de capitolocène. C'est de faire en sorte que le capitalisme ne détruise plus les conditions d'habitabilité de la planète. C'est pas que l'homme qu'on détruit, là, c'est le vivant. Les chiffres sont absolument effarants. Enfin, on a perdu les 2/3 des vertébrés, on a perdu les 2/3 des arthropodes. Enfin, c'est le vivant et l'homme donc dedans qui est en train de disparaître. L'idée, ça serait que, en fait, on est parti dans une direction que c'était peut-être un peu légitime. Il y avait peut-être besoin de s'émanciper de tout un tas de croyances et peut-être d'une espèce de gravité donc de la nature qui nous contraignait, nous empêchait de vivre notre état d'homme. Et c'est juste qu'on est allé trop vite, on est allé trop loin et qu'on ne savait pas le faire, et qu'aujourd'hui il conviendrait donc de repenser en fait notre lien à la nature. Et de repenser du coup l'économie, parce que pendant longtemps on a fait de l'économie une science qui est spécifique, une science séparée du social et de la nature, alors que si on revient à la racine grecque, dans l'économie comme dans l'écologie, il y a une seule racine qui est oikos, qui est le foyer. Et aujourd'hui, il faut comprendre que l'économie, c'est gérer notre foyer et le gérer d'une manière économe.
Et c'est comment gérer de manière économe notre foyer, c'est ça l'économie, alors qu'aujourd'hui l'économie capitaliste, c'est comment faire générer toujours plus de croissance sur une planète finie, et ça nous conduit dans l'impasse. Donc revenir à cette racine commune de l'économie et de l'écologie, notre foyer commun, comment aujourd'hui on gère notre foyer commun, et la réponse, c'est pas l'intérêt privé, c'est pas que l'homme est un loup pour l'homme. J'en sais rien, chacun a sa vision anthropologique de l'homme, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il faut créer de l'intelligence collective. Et la piste que je défends, c'est que la meilleure façon de créer de l'intelligence collective, c'est que chacun délibère, et donc c'est la démocratie. C'est très clair que la notion d'économie globale, c'est évidemment absolument pas capitaliste. Ce que voudrait cette fiction capitaliste, c'est des SUV pour tout le monde, des piscines olympiques dans tous les jardins, des avions privés. Enfin, c'est clair qu'on est parti dans une direction et tout un système de valeurs qui va avec, une façon de quantifier la réussite ou la puissance de certains d'entre nous, donc, qui est évidemment complètement étrangère à l'économie au sens large, qui est complètement étrangère à l'attention qu'on doit porter à la planète, qui est étrangère à la démocratie. Il y a quand même un égoïsme de classe qui devient absolument prépondérant et d'une violence extrême. C'est quoi maintenant, puisqu'on en est là, ce serait quoi les pistes pour arriver à contraindre, à réencastrer, donc je ne sais pas, de la démocratie dans cette fiction néolibérale ou capitaliste dans laquelle on est? Du coup, on ne peut pas. Du coup, il faut en finir avec cette fiction néolibérale et revenir à une vision de l'économie, à se dire que l'économie, ce n'est pas du capitalisme et que desserrer cette idée que le capitalisme, c'est une économie de marché sur le plan économique et la démocratie sur le plan politique. Non, on peut avoir de la démocratie sans capitalisme, et c'était Athènes, et on peut avoir du capitalisme sans démocratie, et c'est la Chine. Donc du coup, il faut repenser une autre manière de voir, et il faut à la fois changer de régime de vérité et changer de régime de justification. Changer de régime de vérité, c'est-à-dire avoir une économie qui ne soit pas capitaliste, et elle existe, elle a toujours existé. Il y a une économie publique, celle de l'État, il y a aussi une économie sociale et solidaire, il y a aussi une économie domestique, c'est ce que nous apprend l'anthropologue Karl Polanyi, il y a toujours eu 4 types d'économies, et donc il faut rééquilibrer et redévelopper plus d'économies de la réciprocité, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et la bonne nouvelle, c'est que le monde de demain, le monde post-capitaliste, le monde post-croissance, il existe déjà, c'est dans l'économie sociale et solidaire, c'est dans les AMAP, dans les tiers-lieux, dans la finance solidaire, ça existe déjà, et changer aussi de régime de justification, c'est-à-dire arrêter de penser que le marché est le meilleur facteur d'allocation des ressources. Le meilleur facteur d'allocation des ressources, c'est de se mettre autour d'une table et de débattre et de discuter. C'est ce qu'on voit au sein d'une AMAP. Ce n'est pas le marché qui fait le prix. Ce qui doit faire le prix et la qualité des produits, quels produits, comment les produits, etc. C'est la discussion collective autour de l'intelligence collective. Et donc aujourd'hui, on a cette chance-là. D'un côté, il existe d'autres types d'économies qu'il suffit d'encourager et de développer, c'est un autre régime de vérité, et un autre régime de justification est en construction, c'est ce que j'appelle le délibéralisme, cet autre régime de justification, c'est à la fois une autre théorie de l'économie, le meilleur facteur d'allocation des ressources, c'est pas, comme je le disais, le marché, mais c'est mettre les gens autour d'une table, parler vers une démocratie, quitter une démocratie représentative pour aller vers une démocratie radicale. Et John Dewey qualifie d'une démocratie radicale une démocratie où les gens qui sont concernés par un problème résoudent eux-mêmes ce problème. Et donc si on a un problème de Covid et de virus, c'est pas un expert qui doit nous dire comment faire, mais les gens qui doivent trouver la solution. Et au niveau symbolique, quitter ce positivisme, quitter cette idée platonicienne que le chercheur détient la vérité pour aller vers la pensée complexe et de dire qu'aujourd'hui, pour comprendre les choses, il faut arriver à penser des choses contradictoires.
Par exemple, si on veut comprendre la respiration, il faut à la fois comprendre l'inspiration et l'expiration. Et évidemment, elles sont opposées, mais aussi complémentaires. Et donc aujourd'hui, l'économie et l'écologie sont à la fois opposées et complémentaires et doivent être encastrées dans cette gestion de l'oikos. Tu penses, alors je sais pas comment on peut aborder ça, mais tu penses vraiment que ce néolibéralisme est prêt à entendre autre chose que la fiction qui défend lui? Est-ce qu'on est à deux doigts de dire ok, on va changer la règle du jeu? On voit bien que c'est un échec civilisationnel, évidemment qu'on voit bien que la nature ne va pas supporter l'humain longtemps, elle va finir par le détruire parce que évidemment c'est un élément pathogène qu'on ne peut plus supporter. Je ne vois pas pour le moment ce capitalisme, ce néolibéralisme ambiant dire ok, on va se mettre à discuter parce que ça ne marche pas. Ne serait-ce que reconnaître l'échec me semble déjà quelque chose d'absolument improbable. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, le capitalisme en lui-même. Et le capitalisme peut reconnaître ses échecs. Regarde quand Elon Musk dit qu'il faut faire une pause sur l'intelligence artificielle alors qu'il est actionnaire de Gepetto. Ça veut quand même bien dire il y a un souci. Et puis il y a le régime de justification. Et du coup, ça vaut peut-être le coup de distinguer libéralisme et néolibéralisme. Libéralisme, c'est l'idée que rien ne doit être au-dessus de la liberté politique, alors que le néolibéralisme, c'est rien ne doit être au-dessus de la liberté d'entreprendre. Et que si cette liberté d'entreprendre conduit, par exemple, un chef d'entreprise comme Bezos à Amazon à dire que les gens, quand ils travaillent, ils ne doivent pas avoir de post-pipi et ils doivent mettre des couches culottes, on le met. Et donc, c'est la liberté d'entreprendre au-dessus de toutes les autres. C'est ça le néolibéralisme. Et donc évidemment que les gens qui ont le pouvoir et les gens qui professent ce type d'idées ne sont pas forcément prêts à discuter et que c'est toujours un rapport de force. Et c'est ce que dit Paul Ricoeur, la démocratie, c'est toujours un équilibre entre l'idéologie, une vision du monde, la vision du monde dominante, et il faut qu'on ait une vision du monde dominante, sinon on n'avance pas, et puis cette critique est de dire un autre monde est possible. Et cette utopie qui a disparu avec le marxisme, avec le communisme, aujourd'hui on manque d'utopie, et comme on n'a pas d'utopie, on se réfugie dans la nostalgie, un passé où c'était mieux, et une nostalgie xénophobe parce que c'était mieux, parce qu'il n'y avait pas les étrangers. Et du coup on tombe sur le bouc émissaire. Et pour vaincre on rentre dans ce pas de deux entre nostalgie et idéologie, et on dit pour sortir de là, on nous invente un mythe, c'est le solutionnisme technologie, c'est l'ordinateur. Donc on a la 4G, on va avoir la 5G, on aura la 6G, ça ira mieux. Or non, dit Ricoeur, la seule manière de sortir de ces fausses alternatives, c'est de renouveler l'utopie. Et l'idée qu'on propose, c'est de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. Une économie solidaire existe déjà, on peut développer une monnaie citoyenne. Ça s'appelle la Doum dans le Puy-de-Dôme, ça s'appelle les monnaies locales. On peut faire une autre agriculture, ça s'appelle les AMAP. On peut avoir une autre finance, ça s'appelle Finansol, etc. Un autre monde est déjà possible, il est déjà là. Et aujourd'hui, l'utopie, justement, ne fait plus table rase du passé, parce que ça donnait l'homme nouveau et c'était dangereux. Aujourd'hui, l'utopie s'expérimente quotidiennement. Et on expérimente des communs, des nouvelles manières de faire, des nouvelles... dans un village, un café ferme, plutôt que de créer soit un café municipal, soit un autre... de faire confiance au marché alors qu'on sait que ça ne sera pas rentable, on crée un café associatif, on crée du commun, et dans ce café associatif, du coup, on va favoriser un artiste, on va en même temps faire une épicerie solidaire, puis après, on va créer des cours de yoga, donc on va redonner petit à petit de la vie. Et c'est ça sur lequel je vais insister là, c'est que le monde post-capitaliste, c'est pas un monde où il faut tout réinventer, il faut tout refaire, il est déjà là. On a les outils intellectuels et on a les expérimentations. Il suffit de les généraliser. Au fond, quand Smith pense le capitalisme avec de la richesse des nations, il s'appuie même pas sur une réalité, il s'appuie sur l'encyclopédie de Diderot sur la fabrique de la tête d'épingle. Donc aujourd'hui, pour penser ce monde solidaire et écologique, il y a beaucoup plus de division, il y a beaucoup plus de réalité, il y a beaucoup plus d'expérimentation que lorsque Smith a pensé le capitalisme. Il y a deux écueils. J'ai l'impression qu'il y a deux grands écueils. Déjà,
la puissance répressive du capitalisme actuel n'a pas du tout envie d'entendre ce discours. Et on se rend bien compte qu'il est d'une violence extrême et que ça devient difficile de discuter avec le capital. J'ai l'impression qu'il y a ça d'un côté. De l'autre côté, est-ce que cette démocratie participative dans laquelle tout le monde viendrait évidemment raconter son histoire, essayer de trouver une narration globale et plus heureuse et plus en phase avec la nature, est-ce qu'on est prêt à ça, nous? Est-ce que c'est crédible? Je me pose cette question. Je ne sais pas. Après que la vie politique, les changements sont toujours des rapports de force, mais le capitalisme n'est pas non plus unifié. On a bien vu avec l'accès Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il était porté par un certain nombre de capitalistes, notamment le capitalisme extractiviste, mais il s'est opposé à la Silicon Valley. De même, les GAFAM, entre eux, ne sont pas forcément très unis, et les plateformes comme Airbnb et Blablacar ne sont pas la même chose que Facebook. Voilà. Donc il n'y a pas forcément unité. Et quand on parle, et puis il y a le capitalisme financier. En fait, aujourd'hui, il y a crise, dit Gramsci, c'est quand il y a un monde ancien meurt et un monde nouveau n'est pas encore là. Et on voit bien que c'est des colosses au pied d'argile. On voit bien que Twitter, par exemple, il n'y a pas de modèle financier pour l'instant. Que Twitter, c'est énorme, mais pour l'instant, ça perd de l'argent. Et donc que beaucoup d'entreprises, des GAFAM, recherchent le modèle économique. Donc il y a effectivement des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas prêts à le lâcher, mais qui sont aussi très fragiles financièrement. Tout ça, ça se monte très vite et ça s'effondre très vite aussi. On l'a bien vu en 2008, comme on est encore dans un système qui peut s'effondrer malheureusement très vite. On a bien vu avec les banques suisses, le Crédit Suisse, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros défaut, c'est celui de la finance. On est rentré dans un capitalisme financier où 70% des richesses créées sont par la banque, ce qui pose des problèmes. Et le capitalisme n'est pas unifié, il n'y a pas un tout unifié. Il y a aussi des débats, des bagarres entre eux et des risques d'effondrement systémique. Après, est-ce que nous sommes prêts à changer de vie? Beaucoup. On le voit bien pendant le Covid quand même, que beaucoup de gens sont prêts à changer de vie. Le problème pour moi, c'est celui de la crassie. C'est quoi la crassie? C'est le sentiment qu'on va dans le mur, mais qu'on ne sait pas quoi faire. Et du coup, quand ce sentiment d'acratie est fort, il se passe deux phénomènes. D'une part, les gens ne vont plus voter. D'autre part, ils peuvent avoir tendance à se retourner vers l'homme ou la femme qui a la solution. Et c'est dans cette période-là qu'on est. On est vers partout, l'extrême droite monte dans toutes les démocraties occidentales. Et donc oui, on est à un moment de bascule. Mais c'est aussi aux responsables politiques, au système politique, d'évoluer beaucoup plus. On voit bien avec les conventions citoyennes, par exemple, sur le climat et sur la fin de vie, que les citoyens, quand ils sont mis dans des conditions où ils peuvent avoir de l'information, où ils peuvent réfléchir, où ils ont le temps de discuter, sont beaucoup plus prêts à aller de l'avant, sont beaucoup plus à aller vers des solutions beaucoup plus radicales que les pouvoirs en place. C'est très clair, la Convention citoyenne est magnifique. On prend 150 personnes au hasard, on leur laisse quelques mois pour travailler sérieusement, ne faisant que ça, et les solutions techniques qu'ils apportent sont tout à fait fiables, tout à fait efficientes, et effectivement c'est une très belle expérience en soi. Mais ça prouve aussi très bien que le capitalisme s'en moque totalement. Il n'en a pas voulu. Et malgré tout, ce capitalisme se déforme en permanence, s'adapte à toutes les formes, il est extrêmement résilient, il est planétaire, et on a l'impression que quand tu dis que les gens votent plus, mais les gens votent plus parce que juste voter, en fait ça sert à rien. Pour des gens de ma génération, depuis le temps qu'on vote, on a bien vu que le rouleau compresseur néolibéral avance et que de toute façon, peu importe le guignol qu'on va mettre, ils sont tous de toute façon en même temps des élus, ils sont tous en même temps dans le privé, ils sont tous en même temps dans les grands corps. Enfin, de toute façon, la collusion est totale, et que il y a quand même une vraie puissance capitaliste. Je ne suis pas très très certain, moi, de la fragilité du système. Depuis le temps qu'il est prêt à s'effondrer, de toute évidence, il tient encore très bien. Il tient très bien, mais en même temps, pendant la guerre, on a eu Keynes, on a eu des années keynésiennes pendant les 30 Glorieuses.
c'était la social-démocratie qui avait le vent en poupe. C'est elle qui a créé la sécurité sociale, qui a créé tous les services publics, il y avait les talents or, il y avait des échanges monétaires, etc. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire, c'est toujours des luttes, et qu'on va dans un sens, après il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, c'est ça la démocratie. Et que pendant longtemps, les néolibéraux ont galéré. Ils ont, pendant des années 40 aux années 80, ils avaient perdu. Et donc aujourd'hui, c'est la social-démocratie, mais justement, on comprend les limites de l'État-providence, etc. Mais aujourd'hui, on a aussi des mouvements citoyens. On voit comme Nuit debout, comme Occupy Wall Street, etc. Il y a une appétence des citoyens pour développer des systèmes participatifs. On voit qu'il existe des solutions, que les gens aujourd'hui effectivement militent moins dans des partis politiques, moins dans des syndicats. Quoique si on regarde les grèves, on voit bien que les syndicats aujourd'hui, rappeler que la politique c'est des rapports de force et que effectivement que ceux qui ont le pouvoir le lâchent pas. Mais il y a dans l'histoire, rien n'est jamais joué d'avance. Il y a toujours des retournements, des évolutions, des changements. Et là, il y a quand même, on voit tous que dans le climat, que si on ne change pas de voie, on va dans le mur. Et tout le monde... Simplement, évidemment, il y a d'un côté des capitalistes qui, eux, se rendent compte aujourd'hui, peut-être que ce qui est différent par rapport au 19e et au 20e siècle, pour le dire un peu brutalement, c'est que le capitaliste n'a plus besoin des pauvres aujourd'hui. Avant, on avait besoin de main-d'œuvre pour travailler, pour acheter des voitures, c'était Ford. Ça marchait si les gens roulaient en voiture. Aujourd'hui, vu que c'est des ordinateurs à haute fréquence qui font du trading, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais en même temps, je reviens au discours de la servitude volontaire de la Boétie. Ils sont de moins en moins... La force, et ce que disait Marx aussi, les capitalistes sont de moins en moins nombreux et les populations sont de plus en plus nombreuses. Donc à un moment donné, il faut oser prendre le pouvoir, oser s'inscrire dans les élections, etc. Ne pas faire de politique, c'est faire la politique de ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est clairement. Et donc, c'est pas sûr que les solutions, elles soient dans le système représentatif tel qu'il est. Mais c'est pour ça que se développent des exercices, des campagnes, des partis politiques. Voilà, il y a des choses encore à inventer et à créer. Mais les choses ne sont pas jouées. Et si on n'invente pas la démocratie, si on réinvente pas, si on renouvelle pas la démocratie, quelle est l'alternative? Le capitalisme, on sait comment il purge les crises. Il les purge par la guerre. On l'a vu en 14, on l'a vu en 70. Et donc l'alternative en Europe, on voit bien, et aujourd'hui c'est pas une absurdité, on voit bien ce qui se passe en Ukraine, on voit bien l'extrême droite, etc., que la montée du nationalisme bête à cornes, disait Nietzsche, c'est une manière de purger la crise et de remettre les choses à zéro. L'autre manière, c'est effectivement de créer des mouvements citoyens et de se réapproprier un peu. Alors ça a été à la fois un échec et un succès, mais cette initiative de créer des candidats qui viennent de la société civile, des élections sans candidats, c'est quand même des pistes pour l'avenir. Alors, moi, je comprends cette idée pour revenir à cette social-démocratie qui est assez efficiente après-guerre en France. Bon, évidemment, l'origine, c'est qu'il y a un crash boursier absolument terrible aux États-Unis en 29, que malgré tout, on a un Roosevelt qui avait quand même, en réencastrant vraiment l'économie dans l'État et avec des mesures qui seraient aujourd'hui quasi communistes, 93% les plus hauts... la taxation des plus hauts revenus, il arrive à éviter le pire. En Europe, c'est un naufrage. Il y a cette deuxième guerre mondiale, on sait ce qu'a fait l'extrême droite dans cette période-là. On sait aussi très bien comment le capital s'est très bien accommodé, parce qu'il est capable de s'accommoder de tout, et il s'est très très bien débrouillé dans cette période-là pour continuer de vivre assez bien. C'est vrai que c'était très difficile en 1945 de nous proposer encore un système capitaliste. Donc pendant 30 ans, c'est resté un peu en réserve. Et puis de nouveau, il a déferlé dans les années 70 sur le monde là entier. Et il est aujourd'hui quand même très très fort.
Pourquoi on le voit, ça semble assez évident, la proposition démocratique, cette vision du monde est quand même largement moins défendue et moins présente que le tribalisme, que ce qu'on appelle l'extrême droite, qui est ce retour quand même au tribalisme, hein, ces gens qui veulent défendre ce qu'ils sont, principalement l'homme blanc urbain, et c'est quand même beaucoup ça dont on parle, beaucoup plus que d'intelligence collective aujourd'hui. Oui, alors, quand même deux remarques. La première, c'est que quand on croit que tout est foutu, personne, si on nous avait dit en 2019 qu'on allait tous s'arrêter, qu'on n'allait pas aller travailler, personne ne l'aurait cru. Et qu'on allait dépenser, y compris les libéraux allaient dépenser des milliards. Donc vous voyez bien que le monde évolue très vite et il y a des choses auxquelles on ne pense pas qui peuvent se produire très vite. C'est juste une question de volonté politique. Ça, c'est le premier point. Et on voit à quel point notre système est quand même très fragile. Il suffit d'un petit virus pour le mettre à bas. Il suffit qu'on ait une crise électrique, qu'on ait un virus informatique, qu'Internet s'arrête pendant 48 heures et il n'y a plus de système qui tient. Donc c'est quand même quelque chose de très fort mais de très fragile en même temps. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'identité c'est important et qu'aujourd'hui l'identité c'est compliqué pour chacun de nous parce que nous avons des identités multiples. Nous n'habitons pas, nous habitons un village, nous naissons dans un endroit. Nous allons faire à l'école dans un autre, nous faisons du sport dans un troisième, après nous allons travailler dans un quatrième et nous allons rentrer dans un cinquième. Et entre-temps, nous avons des activités physiques, religieuses, nous divorçons, nous nous remarions, et donc tout ça, ça fait que l'identité aujourd'hui est un vrai problème. Et donc que des personnes s'interrogent sur leur identité, c'est tout à fait normal. Le deuxième point, c'est ce que dit Karl Polanyi. Il dit que quand on marchandise la terre, quand on marchandise le travail et quand on marchandise la monnaie, ce qui est le cas, il y a ce qu'il appelle un contre-mouvement. Et ce contre-mouvement, il peut donner les choses très bien comme la social-démocratie, mais il peut donner aussi le nazisme et le communisme. C'est-à-dire des réactions, on a un peu des réactions épidermiques, des mauvaises réactions épidermiques, comme un peu des anticorps qui des fois font plus de mal que la maladie elle-même. Et on est dans ce contre-mouvement-là. On voit bien qu'il y a comme nos élites sont sourdes à ce que disent les citoyens, il y a normalement les gens de dire mais on n'est pas respecté et on n'est pas reconnu. Et donc comme ils ne se connaissent pas et qu'ils ne sont pas reconnus par les hommes politiques, évidemment que la question identitaire devient centrale. Mais parce que justement, il y a un problème de réponse des élites. Il n'y a pas un problème de la démocratie en tant que telle, il y a un problème des élites qui sont au pouvoir et qu'on n'arrive pas à renouveler les élites au pouvoir et que les citoyens, pour l'instant, ne sont pas parvenus à trouver, en tout cas à l'échelon national et à l'échelon européen, parce qu'à l'échelon local, il y a des choses merveilleuses qui se passent dans plein de communes. On n'arrive pas à renouveler cela. Et c'est pour ça que ce mouvement identitaire revient. Et il revient aussi accentué par les nouvelles technologies, puisque les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux numériques, ça crée du commun. C'est génial, on arrive sur un territoire, je connais personne, bon, je tape tous ceux qui aiment Tintin, et je vais rencontrer tout de suite 10 personnes qui aiment Tintin, et je vais pouvoir rentrer en communication avec eux. Et ça, c'est une force, on crée du commun, on crée de la communauté, mais par contre, débat de est-ce qu'entre Tintin, Lucky Luke et Astérix, quelle est la meilleure BD, ça on n'y arrive pas. On ne sait plus, parce qu'on est tous enfermés dans des bulles informationnelles, dans des bulles numériques qui renforcent ces enfermements sur l'identité. Et donc aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est d'arriver à construire nos désaccords. J'ai envie de porter la mini-jupe, moi j'ai envie de porter le voile, ben, comment on fait pour vivre ensemble ? Et ça, on ne sait plus faire. On a des groupes maintenant qui discutent sur le voile, des groupes qui discutent sur la mini-jupe, et on n'a plus personne qui arrive à discuter et à retrouver, à dépasser nos appartenances communautaires pour créer une identité politique commune. C'est quand même le propre d'un monde
monde qui se tendent, de rapports sociaux qui se tendent. Et Macron a quand même fait vraiment sa part dans ce domaine en fragilisant les retraités, les chômeurs, les gens au RSA, enfin le plus bas donc dans les revenus. Les gens ont peur, les gens sont plus très sûrs de demain. C'est évident aussi que les problèmes écologiques, il y a une vraie anxiété maintenant avec l'écologie. Et que ce réflexe, on a l'impression qu'il fonctionne beaucoup mieux qu'un réflexe démocratique. On voit bien quand même que, ne serait-ce qu'à notre Chambre des députés, il y a de plus en plus quand même de représentants de Marine Le Pen que d'altermondialistes. Oui, mais parce que la peur, il y a deux choses. Il y a d'une part, la peur est un sentiment beaucoup plus facile à provoquer, se battre contre contre les immigrés. Le bouc émissaire, ça a toujours marché depuis l'histoire de l'humanité. La stratégie du bouc émissaire est toujours payante parce que c'est beaucoup plus facile de se liguer contre que de se liguer pour. Après, vous parliez de Macron, mais ça vient d'un plus loin. Hollande avant, Sarkozy. Enfin, on est dans des élites politiques qui sont dans des modèles qui ne sont plus adaptés, qui sont liés justement au néolibéralisme, et qui du coup sont plus en phase avec ce que les peurs et les sentiments de l'opinion publique. Et après, ces peurs sont aussi alimentées parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins accès à la chair du monde. Nous passons près de 6 heures par jour sur nos écrans. Quand les étudiants me disent « j'ai pas le temps », je leur dis « vous rendez compte, 6 heures sur vos écrans ». Et donc vous n'avez plus accès au direct. Quand on regarde les gens au restaurant, ils sont en face à face et en même temps ils sont chacun sur leur téléphone. Et donc du coup, ce sentiment, c'est un sentiment. Alors qu'en réalité, les chiffres, on n'a jamais été autant en sécurité en Occident que maintenant. Il n'y a jamais eu aussi peu de viols, aussi peu de meurtres. Enfin, c'est ça la vérité. Et par contre, il n'y a jamais eu autant de sentiments d'insécurité. Et c'est aussi à chacun d'entre nous d'aller voir au-delà de ces écrans, de faire l'effort. C'est ce que disait, comment il s'appelle, un écrivain dont j'ai oublié le nom, Stendhal, je crois, qui disait « s'informer fait souffrir ». Évidemment, là, aujourd'hui, on attend que les informations tombent sur son téléphone et on a sélectionné les informations. Donc on sait ce à quoi on va attendre. Alors que ce qu'on ne sait pas, c'est découvrir l'autre. Et aujourd'hui, nous avons besoin de découvrir les autres parce que nous pensons de moins en moins de la même façon. Nous sommes élevés pour nous épanouir. Et moi, j'élève comme ça mes enfants, et mes enfants élèveront l'autre en disant « épanouis-toi, découvre ta voix ». Mais ça veut dire que si chacun découvre sa voix, que nous avons tous des voix différentes, et qu'à un moment donné, il faut quand même vivre ensemble, en commun. Et pour vivre ensemble en commun, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la loi de la jungle, soit c'est la dictature, soit c'est l'intelligence collective. Et évidemment, je pense que l'intelligence collective, la coopération, est dans de très nombreux cas beaucoup plus efficace que la loi de la jungle et beaucoup plus efficace que la dictature. Oui, je n'ai pas d'effort à faire pour être d'accord avec ça. C'est juste que j'ai quand même du mal à le voir arriver. Alors je dis ça alors que je suis dans plein d'associations et que même la maison Mémérou est typiquement quelque chose fait partie d'un archipel. Hein. On est un peu une petite communauté de gens qui sont en relation avec tout un tas d'autres associations, ONG, et qu'on est bien dans le commun, on est bien dans toute cette fiction-là qui nous paraît effectivement infiniment plus porteuse d'avenir que le capitalisme. Malgré tout, pour recruter des gens, pour les mettre en mouvement, pour leur dire mais abandonnez la télé ce soir, voilà, on se retrouve au bar de l'Aube, on se retrouve ici, on se retrouve ailleurs, pour discuter d'autres choses et se connaître, etc. C'est quand même il y a beaucoup de résistance encore. Et ça fait peur. On se demande comment vaincre ça, comment arriver à remotiver les gens en leur disant ça a du sens, ça a un avenir. Ce qui n'est pas si clair que ça en fait. C'est bien pour ça que pour moi, le problème essentiel, c'est l'acratie. C'est ce sentiment que, quoi qu'on fasse, ça va pas, mais il n'y a rien à faire. Mais du coup, alors moi j'ai la chance d'être chercheur et de travailler dans l'économie sociale et solidaire. Vous êtes nombreux à faire ça. Partout dans le monde, il n'y a jamais eu autant d'initiatives. Il n'y a jamais eu autant de communs, de cafés associatifs, d'AMAP. Simplement, ce n'est pas visible. On parlait de la question de la visibilité, et c'est pour ça que je suis ici. J'ai dit du mal des réseaux sociaux tout à l'heure, mais ça peut aussi contribuer à ça. C'est rendre visible cette énergie. On ne se rend pas compte qu'un monde écologique solidaire, il est déjà là. On a l'impression que c'est inatteignable. Non, il est déjà là.
Simplement, les médias n'en parlent pas, on n'en a pas conscience, tout le monde n'y a pas accès. Et donc, c'est comment faire connaître. Mais c'est quand même plus facile de faire connaître que d'inventer. Il existe, on sait faire autrement de l'agriculture, on sait faire autrement de la finance, on sait autrement avoir des relations hommes-femmes, on sait autrement éduquer tout ça on sait faire, on le fait déjà. Par contre, on n'arrive pas à effectivement le communiquer, le mettre en visibilité. Et c'est pour ça que des gens comme vous, aujourd'hui, se disent je vais prendre ma caméra, je vais inviter mes potes et on va essayer de faire quelque chose de notre côté. Et si chacun fait ça, on mettra en visibilité le fait qu'effectivement, le monde, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, qu'on est sur une voie qui n'est pas la bonne, mais qu'il existe à côté tout un tas d'autres chemins qu'on pourrait défricher ensemble, mais parce qui sont déjà tracés. Il faut les emprunter. Et voilà, c'est pour ça que je suis comme disait Gramsci, c'est le pessimiste de la raison et l'optimiste de la volonté. Évidemment qu'on n'a pas dans le même sens, mais on voit que l'économie sociale et solidaire, que le mouvement associatif, partout, il y a des milliers d'initiatives qui vont dans le bon sens. Et c'est ça qui me rend optimiste, et c'est ça qu'il faut valoriser. Et comment on fait visibiliser, j'en sais rien, mais je travaille sur ces questions-là, moi. Comment essayer de visibiliser ce qui est invisible ? Le système capitaliste est entièrement organisé pour que ça ne se voit pas. Là, tu parlais, dans toutes les communes, il y a, mais en tant qu'élu d'opposition, tel que c'est organisé, c'est absolument impossible de le voir. Il faut bien voir que dans un village comme celui-ci, où grosso modo, je crois que Mélenchon au présidentiel a fait 34%, donc il y a un tiers de la population qui est plutôt dans cet imaginaire-là. Au moment de voter, c'est très clair. Déjà, là, le candidat qui remporte l'élection à la moitié du quorum, donc, et ensuite, au prorata de ce qui reste, il y a l'autre partie. Donc, avec un tiers de l'électorat, on est 2 élus d'opposition sur 15. Donc, évidemment, la démocratie n'est pas du tout respectée. On n'a pas le droit structurellement de faire partie de tout ce qui est décisionnel. On n'est pas dans l'exécutif. Et on n'a même pas droit quasi pas le droit de poser des questions. Donc en fait, rien n'est fait pour que remontent à la surface justement ces initiatives citoyennes. Oui, la visibilité, c'est pour ça que l'art c'est important. C'est ce que disait Rancière sur le régime de visibilité, sur le sensible, le partage du sensible. Ce qui est beau et pas beau, ce qui est acceptable et pas acceptable dans l'espace public, c'est une question esthétique. Et derrière cette question d'esthétique et de visibilité, de ce qui est visibilisé ou pas visibilisé, ce qui est considéré comme beau et ce qui est considéré comme laid, donc beau, donc visible, et donc laid, donc comme caché, est politique. Et c'est un combat permanent. Et c'est le combat que les artistes nous aident à mener. Quand les pointillistes font les figures, au départ, on n'a pas vu, on ne voyait même pas ce qu'ils représentaient. Et c'est en quoi l'art était quelque chose d'important qui nous apprend à regarder autrement. Et qu'il y a bien tout un travail à faire sur nos régimes de visibilité, sur nos manières, nos formats. C'est pas pour rien aussi non plus qu'aujourd'hui se développent les podcasts. Parce que justement, ça permet de lutter, comme faire des images, tout ça, ça coûte cher, ça demande du matériel, etc. Aujourd'hui, on développe des sons parce que ça nous permet de nous projeter et de rendre palpables des choses qui ne le sont pas. Mais oui, il y a aujourd'hui tout un régime de visibilité qu'il convient de combattre. Parce que, encore une fois, c'est ceux qui dominent qui décident de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Et tout le combat, on l'a bien vu on voit bien avec les femmes, avec les féminicides, c'est comment aujourd'hui on intervient pour ce qui était invisible, le féminicide, devienne des phénomènes visibles et des problèmes publics. Et on a effectivement tous ces débats-là. Et effectivement, ça ne se fait pas simplement. Ça, on peut pas. Si on attend dans son fauteuil en se disant j'espère que ça va changer, ça ne changera jamais. Et ce n'est pas parce qu'on se bat qu'on arrive. Mais si on ne se bat pas, il n'y a aucune chance de gagner. Alors, je comprends cet enthousiasme, cet optimisme, disons, que je partage. Comment ça peut se passer ? On charge des bornes, on est de plus en plus nombreux, on crée comme ça des communautés qui interagissent entre elles et de plus en plus il paraît évident que le capitalisme tel qu'on l'a connu ne peut que s'effondrer.
comment ça peut se passer quand même? À quel moment ça plie, à quel moment ça lâche et quelle forme ça peut prendre? Alors, j'en sais rien parce que, comme je disais, encore regarder le Covid, personne ne pouvait. Voilà. Et quand, par exemple, ça peut prendre la grande démission. Le fait qu'aujourd'hui, qui est-ce qui a fait augmenter les salaires? C'est pas les grèves syndicales. C'est juste que les gens ont plus été augmentés, sont plus allés travailler dans la restauration, etc. Et que du coup, ils ont été obligés. Ils se sont dit, tiens, si on veut que des gens viennent, il faut augmenter les salaires. Donc moi, j'ai pas la science infuse. Par contre, il y a quelques pistes. Il y a deux choses. Il y a d'une part, on le voit par exemple en Bolivie, le processus instituant, le fait de changer de constitution. On sait très bien qu'en France, on est dans une constitution faite par un royaliste et que ça ne peut pas aller. Donc il faut changer. Et donc un processus instituant où on met des gens type convention citoyenne, comme ils ont fait en Bolivie, pendant 1 an, de mettre des maoïstes, des autochtones, des gens de ultra-droite, des gens de gauche, etc. et d'essayer de constituer ensemble une constitution, ça a permis déjà un certain nombre de débats et d'avancer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle les convivialistes, on plaide pour un certain nombre de mesures basculantes, de mettre en place un certain nombre de mesures basculantes qui justement le nom le dit bien, ces mesures-là sont des mesures concrètes qui permettent de voir le monde autrement et de montrer qu'on peut agir autrement et qu'on peut faire de l'économie autrement, etc. Et nous, et moi particulièrement au sein des convivialistes, comme mesure basculante, je plaide pour le revenu universel. Et donc il me semble que l'instauration d'un revenu, pas d'un revenu de base, pas d'un revenu d'existence, mais d'un revenu universel, mettons 2 000 € à tout le monde de sa vie à sa mort, et donc si on a un foyer, on est 4, ça fait 8 000 € par le foyer, ben ça change, ça nous permet de poser la question du travail, permet la question de la croissance, de est-ce qu'il faut vraiment travailler pour vivre, qui va ramasser les poubelles si les gens sont à 8 000 € dans chaque foyer, est-ce qu'il y a des gens qui vont ramasser les poubelles, pourquoi d'ailleurs y a-t-il des poubelles, et donc qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui fait rien a le droit de vivre quand même? Toutes ces questions-là sont justement des questions qui sont basculantes parce qu'elles nous permettent de sortir d'un mode de pensée où il fallait travailler plus pour gagner plus, pour aller dans un autre mode de vie de société où il faut vivre mieux pour vivre plus longtemps. Ben, Bernard Friot répond un peu à ces questions. Alors lui, il y a quand même une hiérarchie dans les salaires, hein, enfin pas dans les salaires, dans le salaire à vie. Il y aurait quand même des hiérarchies et que les gens il propose plusieurs solutions, notamment ça peut peut-être être un roulement pour ces métiers particulièrement pénibles. Et que ce soit imposé, c'est qu'à un moment donné, tout le monde soit obligé de prendre en charge un certain nombre de postes qui, de toute façon, sont incontournables. Il y a comme une hiérarchie, et lui-même, ou Lordon qui dit, c'est amusant, il dit, moi qui suis directeur de recherche au CNRS, je devrais gagner le moins parce que toute ma vie, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et que je me suis fait plaisir. Donc il y a bien quand même déjà des hypothèses qui ont été formulées, qui sont déjà assez avancés et qui font leur chemin malgré tout dans l'esprit des gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore 10 ans, parler de salaire à vie, ça paraissait totalement impensable, alors qu'aujourd'hui, la question se pose effectivement. Oui, et encore une fois, c'est ce que je disais, non seulement il y a des pratiques économiques différentes, mais il y a des manières de penser l'économie, d'envisager qui sont différentes. Le revenu universel, c'est Thomas Paine, qui était député de la République française, qui était américain, etc., mais c'est 1790. Le salaire à vie, ça fait 30 ans. Et il y a plein d'autres propositions comme ça, qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas débattues. Et de débattre de ça, plutôt que de débattre de l'âge de la retraite, si c'est 64 ans ou 62 ans, ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà, ce type de débat public nous permettrait de passer dans un autre monde, plutôt que de débattre s'il y a 100 000 immigrés ou 110 000 immigrés, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, enfin voilà, c'est ça que vont être le débat. Penser ces débats-là, comment on fait, quel est le rapport entre le revenu et le travail, est-ce que le travail, est-ce qu'on peut avoir un salaire à vie, est-ce qu'il vaut mieux un revenu d'existence? Vous voyez bien que poser la question revenu d'existence au salaire à vie, c'est pas du tout la même chose que de poser la question retraite à 64 ans ou retraite à 62 ans. Que là on est dans l'ancien monde, alors que si on se pose la question salaire à vie ou revenu d'existence, on est dans une autre vision du monde, dans une vision où on est déjà dans la post-croissance. Parce que de toute façon, travailler, c'est produire. Et on sait qu'on produit trop déjà. En tout cas, dans notre société-là.
Donc il va bien falloir qu'on ait un rapport au travail. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est ce que Graeber appelle les bullshit jobs? Est-ce que ça a vraiment le sens de gagner 1 000 € en vendant des figurettes en plastique? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça donne un sens dans la vie? Non. Est-ce que ça épanouit? Non. Et est-ce que c'est bon pour la planète? Non. Donc la question, c'est pas celle du travail, c'est comment avoir un revenu qui nous permet justement d'entretenir la planète, de bien éduquer nos enfants et de réfléchir ensemble à des questions compliquées, comme celle de l'euthanasie, de l'âge de la retraite, etc., en dehors des combats à la hache ou des solutions à la hache. C'est de réfléchir ensemble en disant oui, on vit de plus en plus vieux, on fait de moins en moins d'enfants, quelles sont les bonnes solutions pour soutenir? Est-ce que les retraites par répartition sont le meilleur système? Et si oui, comment on fait? Et non pas nous dire c'est ça ou il n'y a pas d'alternative. Et revenir, apprendre à s'opposer sans se massacrer, disait Mauss, revenir à créer du débat public. Or, aujourd'hui, on n'a plus de débat public, on a du clash public, de la confrontation publique, et non pas la construction des désaccords. Parce qu'il n'y a plus d'échange possible avec le capital. Parce que ce néolibéralisme n'est pas amendable. De toute façon, il n'y aura pas de transition possible. Il va falloir bifurquer à un moment donné, il va falloir casser ça et partir dans une autre direction. Et que c'est ça qui est difficile en fait. Mais il faut les deux. C'est-à-dire, de toute façon, alors moi je suis transparent, je fais partie du réseau Sortir du nucléaire. Mais les centrales nucléaires, elles seront là. Donc il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose. Et donc c'est pas ou révolution ou bifurcation ou transition. C'est le monde ancien, tout va pas s'arrêter d'un côté. Et donc du coup, c'est comment à la fois on va vers une nouvelle agriculture, un nouvel rapport au travail, et comment on fait aussi, j'ai des collègues qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Héritage et fermeture, comment on fait avec les centrales nucléaires qu'on a, comment on fait avec les friches industrielles qu'on a, comment on fait avec le terrorisme, parce que ce qui existe là aussi, comment on fait avec l'extrême droite qui est à 30%, etc. Et tout ça, ça ne va pas d'un claquement de doigts. C'est pour ça que je crois à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il faut à la fois généraliser les nouveaux chemins qui sont là, mais aussi fermer correctement ce qui existe déjà. Et apprendre à sortir petit à petit du nucléaire, sortir petit à petit du pétrole, sortir petit à petit du patriarcat, sortir petit à petit du racisme, enfin voilà, et tout ça, ça se construit. Toutes ces luttes sont liées entre elles. Le pétrole, va falloir en sortir assez vite quand même maintenant, parce que malheureusement, le chrono tourne et tourne très vite, et on n'a plus beaucoup de temps quand même pour en sortir. Toutes ces énergies fossiles posent un problème écologique quand même terrible. Mais c'est pas tellement les outils industriels qui sont peut-être le problème, ou l'atome, ou je sais pas quoi. C'est vraiment la façon dont on doit le gérer, la façon dont on le pense collectivement, qui effectivement demanderait maintenant une attention tout à fait nouvelle et qu'on n'a pas du tout l'habitude de gérer. En fait, on n'a pas l'habitude de donner notre avis, on n'a pas l'habitude d'y réfléchir, on n'a pas l'habitude de le faire ensemble, et que, si je te comprends bien, donc c'est vraiment ça le défi de l'avenir. C'est apprendre à se poser des questions collectivement. Voilà, et à y répondre, et donc ça passe par l'éducation, ça passe par une refonte de la politique, etc. Et en même temps, tout ce que je dis, moi, je prends soin tous de bien dire que moi, je m'inscris dans un périmètre bien précis qui est l'Union européenne. Qui sont nos démocraties, parce que c'est quelque chose que j'ai fréquenté, que j'ai étudié, et puis je suis européen, et c'est vrai qu'on a plein de différences entre nous, mais dès qu'on voyage à l'étranger, on se rend compte qu'il y a quand même une spécificité européenne qui est difficile à saisir, mais qu'on saisit bien comprendre. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on est quand même le premier marché du monde, nous sommes des vieilles démocraties, nous avons des niveaux d'instruction très élevés. Nous avons mis en place un peu partout des initiatives d'économie sociale et solidaire. Nous avons des intellectuels qui ont réfléchi sur des salaires à vie, sur des propositions intellectuelles, ou Piketty, sur le patrimoine, sur tout ça. On a plein de choses qui nous permettent de penser autrement. Faisons-le. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire dans l'ensemble du monde? Comment on fait dans les régimes autoritaires, comme en Chine, etc. J'en sais rien. Moi, j'ai une réflexion ancrée sur un territoire donné, une réflexion globale
inscrits dans un territoire donné. Mais je pense qu'effectivement, les choses sont là. Voilà, il faut les rendre visibles, il faut les rendre publiques, mais elles sont là. On a cette chose-là. Peut-être pas, voilà, c'est pas là partout, mais c'est vrai que, et quand on pense des choses comme ça, on voit bien qu'il y a tout un discours sur l'atome où on nous enfume. L'uranium, quand on dit c'est pour être autonomie, on n'a pas d'uranium chez nous. Donc, il faut arrêter de nous dire n'importe quoi. Et puis, on peut pas, il faut un peu de cohérence. Soit on pense qu'il va y avoir la guerre en Europe et donc on augmente le budget de l'armée, mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire si on pense ça, c'est bien construire des centrales nucléaires un peu partout. Parce qu'on a bien vu en Ukraine que quand il y a une centrale nucléaire, c'est elles qui sont les ciblées en priorité. Donc il y a comme aussi, y compris dans le capitalisme, il y a quand même un problème de cohérence. On n'est pas dans un monde, il y a pas, enfin, il y a pas on est dans des coûts à court terme, dans cette spéculation immédiate. On n'est pas dans une vision stratégique. Et c'est pour ça que c'est aussi faible. C'est que le capitalisme lui-même ne pense pas son avenir. Il pense juste la seconde d'après. Et pour notre malheur à tous, mais pour son malheur aussi peut-être. Et l'idée, c'est que tous les systèmes, l'Empire Inca, l'Empire romain, tous les systèmes ont fini par s'effondrer parce que ce sont des systèmes historiques. Et donc je ne sais pas si le capitalisme va s'effondrer demain ou dans 200 ans, mais ce que je sais, c'est qu'il s'effondrera et qu'il y aura forcément un autre système. On inventera un jour un système stable qui réfléchira assez, qui échangera suffisamment, qui s'adaptera en permanence suffisamment bien à tout ce qui arrive pour qu'on ait enfin un système stable. J'en sais rien parce que j'en sais rien, et deux, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, c'est la stabilité. Parce que je pense plutôt au contraire que le monde évolue en permanence, parce que les êtres humains évoluent en permanence, et que du coup, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'évolution, c'est de créer de l'intelligence, c'est d'avoir des règles qui nous permettent d'évoluer. Et non pas des choses qui sont stables et qui sont figées une fois pour toutes. On voit bien aujourd'hui, par exemple, comment le rapport entre les sexes a évolué, comment le rapport à la nature a évolué, et que si on était dans les règles de Montesquieu, ça ne pouvait pas marcher. Même si les règles de Montesquieu étaient désirables à un moment donné, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il faille viser je ne sais pas si ça existera, mais je ne pense pas qu'il faille viser la stabilité. Je pense que l'homme est un animal historique et qu'il ne faut pas essayer de freiner l'histoire. On peut essayer justement d'être plus conscient, d'écrire notre histoire, d'être plus conscient de l'histoire qu'on écrit, mais en sachant ce que dit Edgar Morin, c'est l'écologie de l'action. C'est-à-dire, on fait quelque chose, mais ça peut produire exactement l'effet inverse. Et donc, par contre, on a besoin de systèmes comment on évalue comment on construit l'intelligence collective, comment on fait des hypothèses, comment on évalue ces hypothèses et comment on évalue l'action. Voilà, ça, on a besoin de règles. Mais ces règles, ça va changer d'une commune à une autre, d'une époque à une autre. Cette vieille Europe, finalement, après avoir quand même globalement été le berceau du néolibéralisme, il y a diverses sources, mais enfin, il semblerait quand même que c'est déferlé sur la planète à partir de nous, enfin à partir de cette histoire de l'Europe, pourrait devenir un modèle pour de nouvelles fictions pour l'avenir. Il y a quelque chose à sauver là-dedans? Alors, je ne sais pas si on doit être un modèle, etc. Ce que je sais, c'est que si on n'arrive pas... Je ne vois pas comment on pourrait sauver... C'était une discussion que j'avais eue avec Edgar Morin une fois. J'avais eu pour... Alors, je suis pas un pote avec lui, mais il y avait ses 90 ans à la Tour Eiffel, et il y avait un taxi qui n'arrivait pas, et j'étais à côté de lui, donc on a discuté. Et il se trouve qu'Edgar Morin, à un moment donné, ne croyait pas du tout à l'Europe. Après, il a écrit des livres sur l'Europe, et après, il disait « l'Europe, c'est foutu ». Et moi, la question que je lui posais, je disais je vois pas très bien comment, si on n'arrive pas à faire l'Europe, comment on pourrait sauver la planète Terre. Parce qu'on a quand même une histoire commune, on a des institutions communes. Si on n'arrive pas à 27, comment on y arrive? En plus, on est démocratie, 150, etc. Et donc, moi, je suis là-dessus. Lui, sa réponse, c'est un peu celle de Angeas. Il disait, quand j'étais au Conseil, quand j'étais résistant, on était au bord du gouffre. Et c'est parce qu'on était au bord du gouffre qu'on s'est tous unis. Des gens d'extrême droite et des gens de gauche. Et donc, il dit, peut-être qu'on n'est pas assez encore au bord du gouffre. Et que quand on sera au bord du gouffre, on trouvera des solutions globales pour la planète. Voilà, c'est une vision c'est sa vision à lui. Moi, c'est pas exactement celle que j'ai. On est déjà au bord du gouffre, voilà. Quand même. Moi, je pense pas qu'on soit un modèle.
Mais ce que je pense, c'est que si on ne trouve pas nous-mêmes, Européens, la solution, je ne vois pas comment on pourra trouver la solution au niveau de la Terre, quoi. Voilà. Je ne vois pas ça comme un modèle, mais je vois juste ça comme si nous, on n'y arrive pas, qui pourra y arriver, quoi. Une capacité à produire une narration qui soit crédible. En tout cas, à montrer qu'une autre manière de faire est possible. Après, une fois qu'on a montré qu'une autre manière de faire est possible, c'est pas notre autre manière de faire qui doit être forcément la bonne. On peut imaginer d'autres manières de faire. Parce que moi, je parle du délibéralisme, mais il y a certainement d'autres. D'autres parlent de décroissance, d'autres de co-croissance, d'autres de convivialisme. Enfin, il y a plein d'imaginaires possibles. Mais oui, je pense que de montrer qu'on peut avoir un autre modèle économique et que cet autre modèle économique est viable, c'est important. Après, ce n'est pas simplement le modèle que nous, on aura construit qui devra être le modèle qui doit servir à tout le monde. On se rapproche doucement de la fin de cet échange. Pour revenir un petit peu à toi, tu nous parles de ton délibéralisme ? Oui, donc c'est avec mon collègue Daniel Goujon, on travaille depuis 20 ans sur l'économie sociale et solidaire, et on travaille sur cette idée que le capitalisme est à la fois dangereux pour la planète, dangereux pour l'économie parce que c'est un système qui fonctionne avec des crises récurrentes, et c'est un système qui est dangereux pour la démocratie parce qu'il sape l'horizon d'égalité. Et donc on se dit, face à ce type d'économie, il existe un autre régime de vérité qui est l'économie sociale et solidaire. Donc il y a des pratiques qui existent, mais le capitalisme repose sur un régime de justification qui est le libéralisme. Ce régime de justification, c'est pas la vérité du capitalisme, puisqu'il repose sur une concurrence pure et parfaite, et on sait bien, si on regarde la téléphonie ou l'informatique, qu'on est plutôt dans une situation d'oligopole. Mais on a quand même besoin d'une autre justification. Et cette autre justification, nous on l'appelle le délibéralisme. Et le délibéralisme, c'est se défaire du libéralisme pour entrer dans la délibération et se dire que au niveau politique, aller vers une démocratie radicale à la Dewey, au niveau économique, créer de l'intelligence collective donc par la délibération à l'intérieur des entreprises, que la délibération est le meilleur facteur de l'allocation des ressources, et au niveau culturel, épistémologique, scientifique, quitter le positivisme de Descartes où il faut se rendre maître et possesseur de la nature pour intégrer la notion de système, de pensée complexe, de système. On est un système à l'intérieur d'autres systèmes. Et donc le délibéralisme, c'est le système de justification de l'économie sociale et solidaire. C'est cette idée qu'il faut... c'est une construction intellectuelle qui montre qu'on peut penser autrement. Au fond, on n'est pas persuadé que c'est ça qu'il faille faire. Ce qu'on montre juste, c'est qu'il ne suffit pas de critiquer aujourd'hui, il faut proposer. Que le rôle d'un universitaire, que le rôle d'un intellectuel, le rôle d'un scientifique, c'est pas dire voilà ce qu'il faut faire, mais de dire il y a d'autres possibles. Et on n'est pas condamné en gros à l'alternative entre Le Pen ou Macron et, ou la nouvelle technologie. Pour l'instant, on a trois choses, quoi. Où on reste comme la globalisation, l'extrême droite, ou prier et penser que Apple et Google vont nous trouver la solution à tout. On dit non, il y a d'autres solutions. Et donc le délibéralisme, c'est à la fois une proposition intellectuelle dans le débat public, mais c'est aussi un appel à nos collègues universitaires de dire on ne peut pas rester les spectateurs impuissants d'un monde qui court à sa perte. On voit tous qu'on va dans le mur, faisons des propositions. On n'est pas dans le scientisme en disant voilà ce qu'il faut faire. On n'est pas dans le neutralisme, la poincaré, on fait la bombe atomique, puis démerdez-vous avec. On est juste dire, voilà, on peut poser autrement les problèmes, et il peut exister d'autres solutions, à vous d'en débattre. Et c'est pour ça qu'on parle du revenu d'existence, c'est pour ça qu'on parle du libéralisme, c'est pour provoquer le débat, et essayer justement de rendre visible ce qui est invisible, et de rendre visible le fait que le monde d'après, il est déjà là si on le veut. Il suffit de le regarder. J'aime bien cette conclusion pour ma part, mais je ne sais pas, tu as peut-être d'autres choses à dire, non ? Non, c'était merci de passer du temps et de m'avoir invité. Mais certainement à une autre fois. Et puis bonne route à toi. Je ne sais pas sur quel chantier très urgent tu travailles en ce moment, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci. Merci.